Je vais m'adresser à Sümbül Kaya et Anaïk Puren. Je vais vous laisser exposer l'enquête qualitative que vous avez faite dans le cadre de l'écriture de l'ouvrage L'épreuve de discrimination. Pour répondre à la question, quels sont les impacts des discriminations pour les habitants des quartiers populaires et quels effets sur leur rapport aux institutions, à l'emploi, au logement, les effets sur leur santé, etc. Donc les impacts qui peuvent être individuels ou plutôt collectifs. Donc je vous laisse la parole, Sümbül Kaya et Anaïk Puren. Merci. Alors je vais peut-être démarrer et Anaïk Puren m'arrêtera, me complétera. Alors voilà, je vais revenir un petit peu sur notre enquête, au niveau de l'enquête qualitative qu'on a menée dans plusieurs villes de France, notamment à Roubaix, Villepinte, Le Blanc-Ménil, Vaux-en-Velin. Moi j'ai beaucoup travaillé sur Vaux-en-Velin avec Annick, Lormont et le quartier Mistral à Grenoble. Mais aussi, on avait des terrains à l'étranger, 3 terrains à l'étranger. Alors, notre objectif, en fait, c'était pas vraiment de démontrer qu'il existe des discriminations, parce que cette démonstration n'est plus à faire aujourd'hui. De nombreuses études scientifiques, mais aussi des études plus statistiques. Je pense à l'enquête Trajectoire et Origine, ont montré que les discriminations étaient une réalité. En fait, nous, ce qui nous intéressait, l'objectif, c'était plutôt de montrer les effets de ces discriminations sur les personnes, les effets de ces discriminations à la fois sur les subjectivités des enquêtés, mais aussi par rapport à leur parcours, trajectoire, les effets sur la trajectoire de vie. Et on s'est intéressé aussi, on s'est posé la question surtout de savoir si l'expérience répétée des discriminations avait une incidence sur le rapport aux politiques et sur l'engagement. Alors, par rapport à cette enquête, on a recueilli 245 témoignages, on a réalisé des entretiens biographiques. Et l'analyse de ces résultats, de ces entretiens, l'analyse de notre enquête a montré principalement 3 résultats. D'abord, premier résultat, la fréquence des discriminations dans les quartiers populaires. Donc, presque toutes les personnes interrogées avaient été confrontées à des expériences de discrimination, voire parfois plusieurs fois. Donc on a recueilli 800 récits de témoignages. Le deuxième constat, outre la question de la fréquence, c'est que ces expériences ont des effets profondément violents sur les enquêtés et qui peuvent déboucher sur la dépression, des angoisses, de la colère. Donc ça a des effets à la fois sur la santé, mais aussi sur la santé mentale des enquêtés. Et ça conduit également à modifier le rapport à soi, mais aussi le rapport à autrui. Alors le rapport à soi, par exemple, on avait des enquêtés qui se questionnaient, ça conduit à des questionnements identitaires. Beaucoup de nos enquêtés nous faisaient part qu'ils se sentaient par exemple français, mais qu'ils avaient le sentiment qu'ils n'étaient pas perçus par les autres comme des Français. Donc vous voyez des effets aussi sur le sentiment d'appartenance, sur la citoyenneté. Et donc voilà, on a même des enquêtés qui ont évoqué le fait qu'ils aimeraient quitter la France ou qui ont quitté la France même, parce que nos collègues, Anaïk pourra en parler, mais nos collègues qui ont enquêté sur des terrains étrangers rencontraient des Français qui avaient quitté la France en raison de ces expériences répétées et systémiques des discriminations. Le troisième résultat est sans doute
un des résultats les plus frappants, on va dire, de notre enquête, c'est que l'expérience, en fait, ce sont surtout les institutions publiques qui discriminent. Là, on a parlé de l'antiracisme moral. Au-delà de ça, en fait, ce sont bien les institutions publiques qui sont le plus souvent à l'origine des discriminations. Et 2 tiers des personnes que nous avons interrogées évoquent une expérience discriminatoire, notamment à l'école, mais aussi par la police. Anaïk pourra aussi nous en parler par rapport à la police. Donc l'école et la police qui sont des institutions, on va dire, censées représenter l'État et la République, et incarner l'égalité pour tous et socialiser les individus. Donc là, il y a le constat d'un échec. Peut-être si Anaïs veut compléter, mais voilà, peut-être que juste rajouter un petit point sur le fait que souvent les enquêtés faisaient pour être sûr qu'ils étaient discriminés, ou en tout cas ils faisaient un travail d'objectivation, c'est-à-dire qu'ils essayaient de passer du singulier au pluriel pour essayer de comprendre que ce qu'on vit, ce n'est pas un problème individuel et personnel, mais bien une épreuve partagée. Donc voilà, le choc moral que peut induire la discrimination conduit un petit peu au passage à une montée en généralité, et ce qui conduit peut-être à la politisation de ces expériences, au fait de se dire que on n'est pas en tant que, on n'est pas discriminé parce qu'on ne le mérite pas ou parce que, mais que c'est bien aussi parce que pour des critères qui ont été évoqués, et j'ai oublié de le dire, mais l'un des critères de discrimination qui revient le plus dans notre enquête, c'est bien la discrimination ethno-raciale, et donc c'est aussi un petit peu territorial, mais la discrimination qui a été le plus énoncée dans l'enquête, c'est les discriminations ethno-raciales. Oui. Oui, peut-être aussi pour compléter ce que disait Sumbul, on a évité de mettre les mots dans la bouche de nos enquêtés. On n'est pas rentré sur le rapport au racisme ou en disant qu'on travaillait sur les discriminations. On est rentré sur le rapport au quartier, donc avec des questions très ouvertes sur c'est quoi vivre dans ce quartier, etc. Et donc c'est chemin faisant, en avançant dans l'entretien, dans le récit de vie, que les gens abordaient ces questions de discrimination avec quelquefois des difficultés à mettre des mots. Ce n'était pas nécessairement le terme discrimination qui était employé, des manières de décrire ces traitements différenciés. Donc nous, notre objectif, c'était de comprendre qu'est-ce que ça fait politiquement aux gens. En quoi les gens politisent ou pas cette question-là, et en quoi ça peut conduire à des formes de résistance, comme par exemple l'engagement dans des associations ou des partis politiques. Comme disait Sumbul, une première chose qui nous a étonné, c'est que les gens politisent, ils ont une lecture très politique de ce qui leur arrive. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se dire c'est un connard qui m'a maltraité, c'est la société, c'est l'histoire coloniale de la France, c'est les liens discriminatoires dans les institutions. Ce qui n'avait rien d'évident, étant donné qu'on travaillait dans des quartiers populaires qu'on juge tout le temps éloignés ou coupés du politique. Et donc nous, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre, à partir de cette politisation-là, qu'est-ce qu'on fait, comment ça nourrit des réactions, des manières de faire face. Donc dans l'ouvrage, on distingue deux réactions dominantes, une réaction dominante. En réalité, elles sont équivalentes, c'est-à-dire qu'il y a autant de personnes qui vont composer face à ce type d'expérience que de personnes qui vont s'opposer. Ça ne désigne pas des individus, on peut
parfois s'opposer et parfois composer. C'est vraiment des types de réactions et les gens oscillent. Et comme disait un jeune que j'avais interrogé à Lamblin, si on réagissait tout le temps, on ne pourrait pas vivre. Donc voilà, ils ont une intelligence des situations. Et alors sur les manières de s'opposer, on peut confronter la personne. Là, il y a faux pas. Ça peut être aussi des confrontations physiques, qui est quand même plutôt assez rare dans les propos de nos enquêtés. Et puis l'autre réaction, c'est s'engager. Aller voir une association. Et c'est quand même un enquêté sur 4. Donc c'est pas complètement négligeable. Mais le constat qu'on fait, c'est qu'il y a quand même tout finalement un potentiel de politisation dans les quartiers qui pourrait être capté par les associations qui en réalité n'existent pas ou vont avoir tendance à euphémiser les enjeux ou à ne pas vouloir y aller frontalement. Donc voilà, la lutte elle pourrait être bien plus forte et si on raisonne en termes un peu économiques d'offres et de demande, franchement la demande elle est là. Les gens attendent de pouvoir y aller, que ce soit du côté des partis politiques ou des associations.